Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la société qui a permis de définir ce que devait être une caméra d'action avant de faire une succession de mauvais choix la menant très proche de la faillite. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de GoPro. On va commencer par parler brièvement de Nick Woodman, le fondateur de GoPro. Son histoire ressemble à la plupart des success stories américaines. Fils d'une riche famille californienne, tout ça. Mais la partie qui nous intéresse commence en 1998 quand notre cher Nick quitte l'école pour devenir entrepreneur sur le web. On est juste avant l'explosion de la bulle internet et il tente sa chance en créant un site web nommé empowerall.com où il vendait des produits tech pour moins de $2. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Apparemment, vous n'êtes pas les seuls car il a très rapidement fait faillite. Mais notre jeune entrepreneur dynamique ne s'arrête pas là. Dans la foulée, il crée une nouvelle startup qu'il nomme funbug.com. C'est une genre de plateforme de jeu qui donnait aux utilisateurs la chance de gagner des cash prizes. Pour lancer le projet, son père et quelques investisseurs lui donnent $235 000. Malgré ça, il n'arrive pas à faire fonctionner Funbug qui perdra près de $4 millions. Suite à ça, les investisseurs se sont barrés et la société a fait faillite. Suite à cet échec, Nick apparemment il s'en fait pas trop car il part en road trip avec quelques potes, ils vont surfer en Indonésie et en Australie. Une fois sur place, il voulait se prendre en photo en train de faire du surf. Sauf qu'à l'époque, hormis payer un photographe professionnel, il n'y avait pas 1000 solutions. Dans un premier temps, il tente d'accrocher un appareil photo 35 mm à son poignet à l'aide d'élastiques. C'était lourd, le système était trop complexe pour que l'appareil reste correctement accroché, mais au fur et à mesure des prototypes, ils finissent par trouver un système d'accroche à peu près fonctionnel qui permet d'accrocher l'appareil directement à son poignet. Une fois rentré aux États-Unis, il se met en tête de commercialiser le produit. Et pour financer tout ça, il part à bord de son van Volkswagen pour vendre des perles. Bon, apparemment ça n'a pas marché car ses parents l'aideront à nouveau à financer le projet. La stratégie est simple, acheter des appareils photo en Chine à pas cher, y déposer le nom de sa marque, qui à l'époque était GP Hero, il y rajoute son boîtier étanche avec l'attache poignet, chaque caméra lui coûte $3, il les revend à 30. On est en 2004 et on retrouve notre surfeur dans son van Volkswagen à arpenter les côtes californiennes pour vendre ses appareils photo, soit à des surfeurs, soit directement à des magasins de surf. Si vous vous demandez d'où vient le nom GoPro Hero, eh bien c'est exactement ce que vous pouvez imaginer. Avec ses amis surfeurs, ils espéraient devenir surfeurs pro, car à l'époque c'était une des seules façons d'être filmé. Et en anglais, GoPro, ça veut dire genre devenir professionnel. Et le nom héros vient du fait que lorsqu'on est pris en photo avec une GoPro, on ressemble à un héros. Voilà. En 2005, Nick participe à une émission de téléachat pour présenter son appareil photo. Il en vendra 3000 en seulement 10 minutes, ce qui lui permettra de développer un nouveau modèle avec une fonctionnalité très attendue par ses premiers utilisateurs, le mode vidéo. En 2006 sort la Digital Hero, la toute première caméra de GoPro. Bon, il se peut qu'il y ait 2 ou 3 limitations techniques. La caméra n'a qu'une toute petite mémoire interne, ne peut filmer que 10 secondes d'un coup avec une résolution de 320 par 240. Pour se rendre compte, c'est même pas la résolution d'une VHS. Tout ça ne l'empêchera pas de très bien se vendre. Et à partir de là, ils vont sortir énormément de petits modèles relativement semblables les uns aux autres. Nous, on va se retrouver en 2008 pour la sortie de la Digital Hero 5 qui commence à être bien plus convaincante, avec notamment une monture permettant d'accrocher la caméra sur plein d'accessoires. Ça sera une grande force de GoPro par la suite. Elle peut filmer avec une résolution bien plus correcte de 512 par 384, un emplacement de carte mémoire. Il ne reste plus que les 2 piles AAA à remplacer par une batterie et on aura quelque chose de vraiment correct. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et GoPro décide de renouveler sa gamme en proposant un nouveau format plus petit tout en entrant dans le monde de la haute définition avec la GoPro HD Hero. C'est la première caméra de la gamme actuelle telle qu'on la connaît. D'ailleurs, depuis le design n'a pas radicalement changé. On retrouve l'objectif sur la droite, l'écran de contrôle sur la gauche et le bouton au-dessus. Il s'agit de la première caméra d'action capable de faire, avec certes quelques compromis, de la Full HD et même de la 720p à 60 images secondes, ce qui pour l'époque est vraiment très bien. En 2011 arrive la GoPro Hero 2. Bon, la mienne est un peu éclatée. Elle ne fera qu'affiner la version précédente, notamment en supprimant les limitations en Full HD, la rendant du coup utilisable dans ce mode. Ils en profitent pour ajouter un mode VGA à 120 images secondes. Et si je prends le temps de parler de cette version, c'est qu'à sa sortie, GoPro accélère sa manière de communiquer, avec une vidéo de lancement très inspirée de la stratégie de Red Bull. Le concept est très simple. Ils ont payé environ 25 athlètes, leur ont donné des valises pleines de GoPro pour faire les images les plus incroyables possibles.
Cette vidéo comptabilise aujourd'hui 25 millions de vues. Suite à ce succès, de plus en plus de concurrents voient le jour, mais GoPro reste largement leader grâce à leur image de marque absolument impeccable. C'est d'ailleurs à cette époque qu'ils ont commencé à inscrire leur nom dans l'inconscient collectif pour définir une caméra d'action. GoPro a donc une toute petite place dans la liste des marques étant devenues des noms communs, comme Post-it, Kleenex, Frigidaire, Sopalin, Thermos, Pédalo, Klaxon, Jacuzzi, Escalator, Cocotte Minute, Caddy, Scotch, Kawaii, Fermeture Éclair ou encore Stabilo. Et ouais, tous ces noms sont à la base des marques. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples, mettez-les en commentaire, je suis hyper fan de ça. En 2012, ils arrivent à s'intégrer à tous les événements de sports extrêmes, genre le Red Bull Rampage, ou Felix Baumgartner qui saute de la stratosphère. Ça permet à GoPro de faire un demi-milliard de chiffre d'affaires. En plus de ça, le petit Nick possède toujours 50% des parts de la société malgré les nouveaux investisseurs, donc on va dire qu'il est à l'aise financièrement. Cette même année, ils sortent la GoPro qui fera passer la marque au niveau qu'on la connaît aujourd'hui, la GoPro Hero 3. Cette intro me fait toujours autant d'effet. C'est actuellement la vidéo de lancement la plus vue de la chaîne YouTube de GoPro avec 50 millions de vues. Pour cette Hero 3, on a un nouveau design bien plus compact, toutes les specs techniques multipliées par 2, meilleure dynamique, meilleure finition, et on en parlait juste avant, ils ont mis le paquet sur la vidéo promotionnelle, quitte à légèrement tricher, mais on n'est pas là pour parler de ça. Bon, allez, si je vous montre. Premier exemple, le ralenti. Sur la fiche technique, ils promettent 240 images secondes en VGA, sauf que la qualité en VGA est vraiment dégueulasse. Du coup, ils ont triché. En réalité, ils ont probablement filmé en 720p à seulement 120 images secondes, et pour éviter les saccades dues au manque d'images enregistrées, ils ont rajouté de l'interpolation d'images. C'est un genre d'algorithme qui rajoute des fausses images à la place des images manquantes. Regardez, ça bug un peu au niveau de la neige. Autre filouterie, ils alternent entre des plans filmés comme un particulier leur est fait, c'est-à-dire soit avec la caméra directement accrochée sur les personnes, soit accrochée sur des objets, à des plans filmés sur des systèmes de câbles faits pour le cinéma. Vous me croyez pas? Eh bien vous pouvez en voir un là, ou encore un là. Et le plus drôle, c'est que pour être sûr d'avoir au moins un plan utilisable, ils ont mis plein de GoPro dessus, cadrés dans différentes directions et probablement avec des fréquences d'image et des résolutions différentes en fonction des besoins pour le montage. Ce mélange entre des plans d'amateurs et des plans de cinéma donne l'impression que tout est facile, alors que pas du tout. C'est en 2013 que GoPro fait son premier mauvais move, car à cette époque-là, DJI sort son premier drone Phantom. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, il n'a pas de caméra, seulement une attache GoPro officielle sous le drone. Et quand je me rappelle de l'engouement de ce drone à sa sortie, j'ai du mal à comprendre pourquoi GoPro n'a pas plus joué le jeu avec DJI en se rendant totalement indispensable. Car là, ils leur ont laissé un boulevard pour se développer, à un point même où DJI est maintenant un concurrent direct. D'ailleurs, vous noterez l'inspiration au niveau des designs. À cette période-là, GoPro sortira la GoPro Hero 3 Plus, qui est une petite upgrade de la Hero 3, qui va principalement régler un problème de shift de couleur et rajouter le mode Super View, donc c'est un mode où on peut voir encore plus large. En 2014 arrive la gamme Hero 4, qui a été une génération très intéressante. Déjà, la sortie de la Hero 4 Silver, alors que j'ai pas ici, qui a été la première GoPro avec un écran intégré. En réalité, c'est juste une Hero 3 avec un écran, mais pour le grand public, c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve la Hero 4 Black, qui est clairement à destination des professionnels. On peut le voir à leur vidéo de présentation, qui est beaucoup plus sérieuse. On perd le côté entre potes, contre des beaux travelling avant, des plans grue clairement assumés, et un étalonnage de très grande qualité. Contrairement aux anciennes productions de la marque, on sent que cette vidéo n'a pas pu être faite par n'importe qui. D'ailleurs, cette caméra ne peut pas facilement être utilisée par n'importe qui, car rien que le choix de la résolution est compliqué. Je vous donne un exemple. Vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde, mais si vous voulez un angle de vue plus large, il existe le mode Super View. Mais là, vous serez bloqué à 24 images par seconde. Sauf que 24 images secondes, c'est pas assez pour moi. Donc en passant en 2,7K Super View, vous pouvez à nouveau monter à 30 images par seconde. Sauf que, quitte à être bloqué à 30 images par seconde, pourquoi ne pas utiliser le mode 2,7K 4 tiers qui permet de voir encore plus large? Mais quitte à ne pas être en 4K, j'aurais préféré être au ralenti, car si je passe en 2,7K 16/9, je peux aller jusqu'à 50 images par seconde. Bon, ok, je m'arrête là, mais vous voyez l'idée. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une version qui a été validée par les professionnels. Vous n'imaginez pas le nombre de boîtes de prod qui aujourd'hui encore utilisent des armées de Hero 4 pour des reportages. En tant que leader du marché, GoPro se permet des prix assez élevés, sauf qu'à ce moment-là, le marché se fait inonder par des produits d'entrée de gamme. Ils sont systématiquement de moins bonne qualité, mais pour le grand public, plus le temps passe, moins la valeur ajoutée de GoPro est claire. Du coup, en juillet 2015, GoPro tente de se réinventer en proposant enfin une caméra avec
un nouveau design. Car on se souvient tous qu'à la base, GoPro achetait des appareils photo déjà conçus et ne faisait qu'apposer leur logo. Et bien depuis tout ce temps, ils ont gardé un design hérité de cette époque. Car si l'objectif était décentré, c'était pour laisser de la place au viseur. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt pour une caméra d'action d'avoir l'objectif décentré ? Aucun. C'est face à cette constatation que GoPro sort la Hero 4 Session. Le concept est très simple, on retire tout le superflu. Et pour la première fois, on permet à la caméra d'aller dans l'eau sans boîtier de protection. Et là, chez GoPro, ils sont confiants. Ils sont tellement confiants qu'ils se permettent de l'auto-référence à leur premier gros succès. Si, écoutez bien la musique. Ils sont même tellement confiants qu'ils la vendent à 429 €. Sauf qu'ils ont oublié un détail. Les specs techniques de la caméra sont vraiment décevantes. Elle fera au mieux de la 1080p à 60 images secondes, soit moins bien que la Hero 3 sortie plus de 2 ans plus tôt. La caméra fait un bid tellement énorme qu'il baisse le prix à 219 €, un mois et demi seulement après sa sortie. Je vais pas vous le cacher, moi c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et malgré sa baisse de prix, la caméra ne trouvera jamais son public. Plus tard, ils sortiront une deuxième génération pouvant filmer en 4K, mais elle n'a pas fonctionné non plus. Et c'est dommage, car le form factor de la caméra est vraiment cool. Suite à l'échec de la session, ils reviendront en 2016 avec, comme tous les ans, une nouvelle GoPro. Cette année, ce sera la GoPro Hero 5, qui en gros est une Hero 4 avec un écran arrière intégré, et le tout peut aller dans l'eau sans caisson de protection. Mais en réalité, ils reviennent surtout avec une nouvelle ambition, concurrencer les drones de DJI. Ce qui, à l'époque, n'était pas si bête, car encore peu de temps avant, on ne pouvait pas imaginer filmer avec des drones DJI sans avoir une GoPro montée dessus. Et même les modèles qui ont suivi n'ont fait que remplacer la GoPro par une caméra à eux. Donc même si développer un drone pouvait être une bonne idée, le produit phare de GoPro devait rester la caméra d'action, ce qui, selon moi, les a amenés à prendre une mauvaise décision. Ils ont voulu créer un drone capable de filmer grâce à une GoPro, comme les anciens DJI. Sauf qu'une GoPro comporte plein d'éléments qui n'ont rien à faire sur un drone, comme les écrans avant et arrière, la résistance à l'eau ou même la batterie intégrée. La caméra peut sans souci être alimentée par la batterie du drone. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une des autres exigences de ce drone était d'être compact, ce qui a poussé les ingénieurs à déplacer la caméra du dessous à l'avant du produit. Est-ce que vous voyez le truc venir ? Mettre une charge relativement lourde à l'avant d'un drone le déséquilibre fortement, ce qui oblige à constamment compenser avec des moteurs plus puissants, les obligeant à mettre une bien plus grosse batterie. Donc je vous présente Karma, le drone de GoPro. Il vous a pas l'air massif ce drone ? Eh bien si, il est massif. Tout équipé, il fait 1,8 kg. Pour vous donner un point de comparaison, un Phantom 4 avec une qualité d'image similaire fait 1,3 kg. Alors qu'il est bien plus performant en vol, il a une meilleure autonomie et surtout il a des systèmes pour éviter les obstacles, ce que le Karma n'a pas. Donc déjà à sa sortie, c'est loin d'être le meilleur drone. Mais pour bien le tuer dans l'œuf, DJI sort dans la foulée son Phantom 4 Pro avec une bien meilleure qualité d'image. Et surtout, ils sortent leur produit devenu iconique, le premier Mavic, avec des dimensions qui le rendent réellement transportable. Et surtout, il fait que 734 grammes, avec des systèmes pour éviter les obstacles, le tout moins cher. Et histoire de bien terminer de détruire le produit, il a eu un tout petit souci de batterie, genre pas grand chose. Il pouvait arriver de manière aléatoire que pendant le vol, la batterie arrête d'alimenter le drone. Et du coup le drone tombe. Je vous passe les détails, rappel de tous les drones à l'usine, des centaines de millions de dollars de pertes, avec le licenciement de 270 employés. La situation commence à être vraiment complexe pour GoPro. En plus de ça, la concurrence commence à les dépasser techniquement, avec des caméras capables de faire de la 4K à 60 images par seconde pour un tiers du prix en moins. Ça poussera GoPro à développer son propre processeur pour rattraper leur retard face à la concurrence. Cette puce s'appelle la GP1, et arrivera avec la GoPro Hero 6. C'est très simplement une Hero 5 et on multiplie les fréquences d'image par 2. Parallèlement, GoPro tente de s'attaquer à un nouveau marché en sortant une caméra pouvant filmer à 360 degrés, la GoPro Fusion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais même si elle est plutôt de bonne qualité, elle n'est clairement pas facile à utiliser, ce qui la limitera aux professionnels. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un succès commercial. Les années suivantes, GoPro essaye tant bien que mal de sortir la tête de l'eau en sortant des produits tels que la Hero 7 qui rendra leur système de stabilisation introduite par la Hero 5 absolument incroyable. Alors que jusque-là,
c'était moyennement convaincant. Ou la Hero 8 qui a réimaginé le système d'accroche en l'intégrant directement à la caméra, nous libérant enfin de ces horribles cadres en plastique qui cassaient tout le temps. Il remplace la GoPro Fusion par la GoPro Max, moins chère, avec un écran de contrôle et plus simple à utiliser. C'est encore une très bonne caméra 360, mais qui ne sortira pas du milieu professionnel. Tout ça ne relèvera pas la compagnie qui décide de fermer définitivement sa section drone en 2018, licenciant au passage 250 salariés. Parallèlement à ça, arrive le premier concurrent sérieux dans le milieu des caméras d'action, DJI avec son Osmo Action. La ressemblance flagrante avec une GoPro ne l'empêchera pas d'être une très bonne caméra d'action, apportant même de belles nouveautés dans le milieu, comme par exemple l'écran avant permettant de plus facilement se cadrer quand la caméra n'est pas facilement accessible, et le tout pour moins cher qu'une GoPro. En 2020 arrive la Hero 9 avec un capteur plus grand permettant notamment de filmer jusqu'en 5,3K à 30 images par seconde. Et le reste des specs techniques ressemble étonnamment à une certaine Hero 6, vous trouvez pas? Eh bien si les GoPro n'ont pas vraiment évolué tout ce temps, c'est parce qu'ils utilisent toujours leur fameuse puce GP1, qui n'a pas évolué en 4 ans. En plus de ça, pour s'aligner sur l'Osmo Action, ils ont remplacé l'écran affichant les réglages par un écran de retour. Ça peut paraître une bonne chose en apparence, sauf que la puce GP1 galère déjà à tout faire fonctionner correctement. Du coup, ce nouvel écran est limité à 15 images par seconde. Ça donne une sensation de saccade vraiment désagréable. Pour rien arranger, cette même année, beaucoup de pays fermeront leurs frontières à cause du Covid, qui continuera de faire chuter les ventes de la société. GoPro devra licencier encore 200 salariés durant cette période. Mais une vague d'air frais s'abat sur GoPro en 2021 où ils présentent enfin leur nouveau processeur, le GP2, qui accompagnera la sortie de la GoPro Hero 10. Ce qui nous permet de faire de la 5,3K à 60 images par seconde, de la 4K 120 et même de la 2,7K à 240 images par seconde. L'écran de retour avant permet enfin d'atteindre les 30 images par seconde. C'est enfin la caméra que tout le monde attendait. Bon. Alors oui, il se peut qu'à sa sortie, dans certains cas, elle ait tendance à surchauffer, la rendant totalement inutilisable. Mais heureusement, dans un communiqué, GoPro nous explique le problème. Apparemment, c'est de notre faute. Selon eux, c'est parce qu'on va pas assez vite avec la caméra. Bon, je me moque, mais au final, ça avait l'air d'être quand même un peu de leur faute, car ils ont réussi à régler le problème avec une mise à jour logicielle. Et c'est là qu'on en est aujourd'hui. GoPro est enfin revenu au niveau qu'on peut attendre d'eux. Sauf qu'en vue de l'évolution technologique, je pense pas que GoPro pourra beaucoup faire évoluer ses caméras à court terme en gardant ce form factor. Donc je vais tenter des pronostics pour ces prochaines années. Déjà, on peut sans prendre trop de risques imaginer une Hero 11 qui n'évolue que très tranquillement par rapport à la Hero 10, comme ils ont pu le faire depuis pas mal d'années. Mais actuellement, les caméras GoPro ont un positionnement étrange. Pour le grand public, ils sont vraiment très chers avec des prix approchant les 600 €. Et regardez à quel point depuis la Hero 3, les caméras ont grossi, ce qui selon moi les rend trop grosses comparées à des smartphones pour être vraiment utilisables hors des sports extrêmes. Et pour les pros, c'est le contraire. Le capteur est vraiment trop petit avec trop peu de dynamique pour facilement faire matcher le rendu avec des caméras très haut de gamme. Donc on peut imaginer GoPro arriver avec une genre de nouvelle session moins chère pour le grand public, qui serait en quelque sorte une GoPro Hero 8 miniaturisée autour de 300 €. Et pour les professionnels, on peut imaginer une Hero 11 Pro plus grosse avec un grand capteur de 1 pouce, une meilleure dynamique et pourquoi pas pouvoir filmer en ProRes, le tout autour de 1000 €. Je suis certain qu'elle trouverait son public. Et pour finir sur les pronostics, on peut imaginer sans prendre trop de risques une nouvelle caméra à 360 degrés, profitant de la puce GP2 avec une meilleure résolution et plus d'options d'images par seconde. On verra si le futur me donne raison ou pas. Pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, on a volontairement zappé certains passages, notamment les modèles moins chers qui ne sont en fait que des restylages des modèles des précédentes années. On a également zappé toute la partie logicielle de la marque, comme par exemple l'intégration de RealSteady. C'est pour ça que d'ici quelques semaines, on vous proposera un énorme comparatif de toutes les GoPro sorties à ce jour, accompagné d'un guide d'achat sur quel modèle acheter aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format où on vous raconte l'histoire de certains produits audiovisuels en rajoutant notre point de vue par-dessus. Merci à Adrian d'avoir fait les recherches pour cet épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à notre Instagram et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!